Et en fait, en creusant, alors je vais être un peu dure, mais je pense à vous parler aussi, mais en creusant, je me suis rendu compte que même pour les classes maternelles, souvent, ce qui se faisait, en fait, c'était qu'on prenait des fiches, des outils, des trucs pour les élémentaires et qu'on les plaquait sur des pieds en se disant juste, ça sera un peu moins long, on changera un peu plus d'animation, mais en gros, c'est à peu près la même chose, quoi. Je vais aller encore plus loin, c'est que des fois, je me rendais compte que les animateurs y revenaient d'une demi-journée d'animation, je vous expliquerai aussi, et qu'ils ne savaient même pas quelle était la tranche d'âge avec qui ils avaient bossé. Et que d'être avec un CM1 ou un CE2, franchement, c'est à peu près la même chose. Un grande section de maternelle ou un CE2, ils n'avaient pas vu la différence. Et donc, ça m'a vraiment questionnée sur cette entrée qu'on a souvent en EEDD qui est thématique et qui n'est pas souvent une entrée publique. Voilà. Et alors, moi, j'ai une autre histoire. Je viens de la sociologie et j'ai beaucoup travaillé dans l'animation, dans l'EducPop, l'animation avec les centres sociaux notamment. Ensuite, j'étais à Jeunesse et Sport où j'étais conseillère d'éducation populaire et de jeunesse pour finir à travailler beaucoup sur les questions de nature dans les accueils collectifs de mineurs et finalement directrice d'une structure. Et j'adore parce qu'au lieu de donner des conseils, je fais, et c'est intéressant aussi de se confronter à la réalité, de se dire « Ah ouais, c'est pas si facile en fait ». Mais du coup, on a vraiment bossé avec l'équipe, on s'est formé. On a par exemple bossé avec l'IFRE, qui a une formation hyper intéressante sur la petite enfance. Et puis on s'est rapproché de Praxis, qui est une école de travailleurs sociaux, et qui forme les EJE, éducateurs de jeunes enfants. Et on a commencé à travailler ensemble. Et déjà, on s'est rendu compte qu'en fait, dans la formation des éducateurs de jeunes enfants, il y a 15-20 ans et plus, il y avait des contenus naturalistes. Mais maintenant, il n'y en a plus du tout. Parce que la nature, ça a disparu. Et donc, on a dû faire ce que je peux appeler du lobby. Mais pendant 3 ans, moi, ça fait 4 ans que je suis directrice du Moulin. J'ai vraiment fait du lobby à mort, quoi. C'est-à-dire syndrome du manque de nature sous toutes ses formes, des petits bouts, des confs, faire venir des pros, des journées professionnelles. Joël est venu il n'y a pas longtemps sur une journée pro autour des cours, de la renaturation de cours. Enfin, plein d'entrées différentes qui font qu'à un moment donné, les professionnels à différentes strates se mobilisent et disent « Ah ouais, non, mais il y a quand même un truc là qu'il faut qu'on traite. » Il y a des colloques de pédiatres, par exemple, qui sont vraiment très, très inquiets de l'impact des écrans sur les petits. Donc, il y a peut-être une alternative intéressante, c'est quand même d'être dehors, quoi. Et donc, on a beaucoup bossé aussi avec la PMI et la CAF. Et on a organisé, par exemple, il y a 2 ans, je crois, une journée sur la question des écrans. Le matin, c'était le danger des écrans, avec un chercheur lyonnais qui a écrit « Demain, tous crétins », peut-être vous avez entendu parler de ce bouquin, qui est hyper virulent. Enfin, je veux dire que la CAF et la PMI l'invitent, moi j'ai trouvé ça ouf, quoi. Et donc, il y avait tous les acteurs de la petite enfance étaient invités à venir. Il y avait à peu près 90 personnes. Et l'après-midi, c'était sur nos terrains et c'était en gros quelle alternative et plein d'ateliers nature. Voilà. Et ça, c'est le genre d'action qui, à un moment donné, font réfléchir les professionnels. Voilà, ça, c'est juste un exemple d'une manière d'agir. Voilà. On a fait aussi un gros lobby auprès des collectivités. Et puis, très concrètement, on a embauché Julia, qui était stagiaire EJE chez nous, qui a aussi un parcours qui fait qu'elle est arrivée chez nous, pas par hasard, mais elle vous l'expliquera. Et avoir une éducatrice de jeunes enfants qui arrive dans une équipe d'animateurs nature, c'était hyper intéressant parce que là, il y avait quelqu'un hyper pro sur les questions de... Mais en fait, un jeune enfant, j'ai fait 3 ans d'études pour comprendre et bien connaître ce public-là. Donc, il y a plein de choses à en dire et il y a plein de choses très différentes il y a plein de petits... De tranches d'âge dans la tranche d'âge des 0-3 ans. Voilà, il y a plein de compétences, plein de besoins, etc. Et du coup, ça enrichit énormément l'équipe. Et puis, ce qui est formidable, c'est que les EJE, alors prendre soin, ils savent faire. Donc, dans une équipe, c'est le bonheur d'avoir une éducatrice de jeunes enfants. Voilà, franchement, je vous le conseille. Alors, il y a toujours une petite tablette de chocolat, une petite tisane, voilà, c'est super.
Et du coup, c'est hyper enrichissant parce qu'il y a des animateurs qui étaient hyper loin de ça, qui disaient ah, mais moi jamais, mais puis ça me fait pas envie, puis je vois vraiment pas ce que je pourrais faire, qui petit à petit en fait commencent à co-construire et voilà, presque ils ont envie maintenant de faire de la petite enfance et ils trouvent ça super. Je sais pas si je suis dans mes 8 minutes. Bah, tu es dedans et ça tombe bien parce que ça fait une super transition voilà. avec Claire. Tu as un peu, toi, cette même vision de la richesse finalement de ce dialogue de culture. Après, de façon un petit peu différente parce que tu as un parcours très différent, mais est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Bonjour à tous, merci, je suis très contente d'être là. C'est un peu la énième fois que j'interviens, je revois certains visages dans le réseau École et Nature ou dans les graines ou dans certaines rencontres. Donc, je suis très, très contente et je continuerai. Donc, ce n'est pas un message d'épuisement que je vous passe en intro, mais il faut continuer. Donc, comme le disait Cécile, moi, j'ai créé une structure d'éducation à l'environnement en 1998, donc avant la naissance du fameux Pablo, mon fils. Je n'avais pas du tout imaginé m'adresser aux jeunes enfants. Je ne m'étais jamais retournée sur un enfant jusqu'à en avoir un. Ce qui m'intéressait, c'était les cloportes, les lombrics, les oiseaux, plein d'autres choses. Et c'était plutôt les adultes que je ciblais pour cette structure d'éducation à l'environnement qui s'appelait Atelier méditerranéen de l'environnement et qui est né à Marseille. Et puis j'ai eu un enfant et comme je sais pas, j'ai écouté mon instinct et j'ai vu pas mal de choses qui se passaient pendant cette période d'arrivée de cet enfant qui était désiré. C'était pas la façon avec laquelle je le présente. Imaginez que merde. Non, j'avais quand même envie d'avoir des enfants, même si j'étais intéressée. Voilà, j'ai envie que d'adopter des lombrics. Et faut pas filmer ça. Trop tard. Non, mais Pablo est au courant, ils sont tous au courant. Et donc, en fait, j'ai écouté cet instinct et puis j'ai découvert le monde de la petite enfance. Donc, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil, qui est un monde de dingue. Tout ce qu'on cherche à trouver dans le monde de l'éducation à l'environnement et qu'on n'arrive pas à obtenir dans l'école, dans l'éducation nationale, ça existe dans le monde de la petite enfance. Donc, allez-y, foncez-y. Ces gens savent justement ce dont tu parlais. Ils savent identifier les besoins de leur public très précisément et ils connaissent les besoins fondamentaux de leur cible. Et je vais même vous expliquer, je sais à quel moment ça part, ça disparaît. Dans le monde de l'éducation, c'est après le premier trimestre de petite section de maternelle, c'est mort. Voilà. Donc les enfants rentrent dans un moule. On a fait rentrer les triangles et les ronds dans des carrés. Et ils pissent tous à la même heure, ils dorment tous en même temps, ils mangent tous avec des fourchettes, etc. Et donc, cette fameuse... C'est pas vrai ? Oui, alors des moutons, je souhaite pas ça aux moutons, en fait. Donc, je ne le souhaite pas non plus aux êtres humains. Et donc, ce que vous pouvez trouver de merveilleux dans le monde de la petite enfance, c'est la véritable approche individuelle, la véritable approche complète, c'est-à-dire que les jeunes enfants et les adultes qui les entourent sont au contact plein de la vie, en fait, et du quotidien et de l'instant. Donc, Eckhart Tolle peut s'éclater, on est dans l'instant présent. Les pros de la pédagogie active peuvent s'éclater, on n'est que dans la pédagogie active, parce que de toute façon, et ce qui inquiète un peu ou qui peut inquiéter des éducateurs ou des pédagogues, enfin des éducateurs, mais pas des pédagogues, à propos de la petite enfance, c'est qu'ils ne vont pas obéir. Non, ils ne peuvent pas rester face à vous et écouter une super théorie sur... J'ai vu un moment, j'ai accompagné moi, des éducateurs environnement et je me souviens c'était des CE2, je crois, une classe de CE2. Et moi, je suis marseillaise et on est à l'archipel de Riou, donc on est dans les calanques, on marche, tout ça, arrivé en bas. On demande à tous les enfants de se mettre par terre et d'écouter le maître qui va parler, qui va expliquer qu'est-ce qu'on a en face de nous. C'est un archipel. Il voulait faire sortir le mot archipel aux enfants qui n'en avaient absolument rien à faire, qui n'avaient qu'un intérêt, c'était prendre les cailloux qui étaient sur le chemin et de taper avec les cailloux. Et lui qui gueule, qui dit « mais arrêtez de faire du bruit ». Ben non, c'est un besoin fondamental, quoi, de toucher ces pierres. Avec le monde de la petite enfance, les professionnels avec lesquels on travaille savent ça et ils respectent ça. Donc les enfants ont le droit d'aller et venir. Ils ont le droit de s'intéresser, ils ont le droit
d'être seuls, ils ont le droit d'être en collectif, ils ont le droit... Voilà. Donc moi, ce que j'ai découvert avec ce monde de la petite enfance, c'est toute cette richesse. Mon passé, ma formation de toxicologue de l'environnement a fait que vraiment je suis tombée de très haut en voyant les conditions conditions de pollution dans lesquelles vivaient les jeunes enfants et vivaient les professionnels de la petite enfance. Donc ça a tiré une sonnette d'alarme pour moi. L'autre sonnette d'alarme, c'est que instinctivement, avec mon enfant Pablo, j'avais eu envie de mettre le cul par terre, quoi. Et que je voyais bien que c'était interdit. Touche pas le bâton, tu vas te crever un œil. Touche pas le caillou, tu vas tu vas casser la tête de ton voisin, etc. Et ça m'a profondément perturbée. Je me suis dit, il y a un dysfonctionnement. En fait, il y a un dysfonctionnement entre le savoir de ces professionnels qui connaissent le besoin primitif et fondamentaux de ces jeunes enfants et leurs pratiques. Et donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi et de détricoter ce dont tu parles dans la vidéo, les questions de réglementation et de fantasmes autour de la réglementation. Elle n'est pas aussi contraignante dans le monde de la petite enfance. Elle est même assez peu décrite. Et c'est ce qui fait qu'il y a des pratiques qui vont bien au-delà de la réglementation, avec des interdictions qui sortent de on ne sait pas trop où, quoi, qui viennent du passé hygiéniste de ces établissements. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de contre-indication réglementaire à mettre les enfants au contact de la nature dans le monde de la petite enfance. Et donc il y a la place pour les éducateurs environnement, ou je ne sais plus comment on s'appelle maintenant, éducateurs environnement. Et les professionnels de la petite enfance sont des partenaires pour mettre en place des projets formidables de choix parce qu'ils connaissent parfaitement ce besoin-là. Et donc, quand on a préparé aujourd'hui avec Cécile, je lui ai aussi parlé du fait que moi, j'ai commencé avec des crèches et avec la crèche de mon fils, donc on l'aura compris. Et puis rapidement, on m'a dit dans d'autres crèches, « Ah, vous ne voulez pas venir ?» J'ai commencé avec un atelier dans la crèche, parce que je ne savais même pas qu'on pouvait les faire sortir, enfin, je ne savais pas trop. On est en 99, dans l'autre siècle. Et donc, j'arrivais avec du sable, des posidonies, des tas de... voilà, et puis des bassines dans lesquelles j'avais mis du sel, parce que je n'osais pas encore leur faire boire l'eau de mer, mais j'avais mimé l'eau de mer et puis l'eau douce, enfin bon, bref. Et donc, on m'a rapidement demandé de faire un peu le tour des crèches de Marseille pour aller porter ces approches. Mais ensuite, j'ai grandi avec le bébé. C'est-à-dire que quand Pablo est passé en maternelle, j'ai découvert le monde des petites sections et des très petites sections, etc. et jusqu'en fac. Et donc, figurez-vous que j'ai utilisé... Alors, pas Pablo, après je suis allée plus vite. Attends, Pablo a 42 ans. Non, il en a 23. Il en a 23, mais donc ensuite on est allé plus... Bon, après on s'est équipé, il y a une équipe est née dans cette structure, et j'étais plus toute seule et bénévole, on a commencé à se professionnaliser. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que en fait on s'est servi de la pratique avec les jeunes enfants pour toucher tous les autres publics. C'est-à-dire que les parcours sensoriels, ou en tout cas ce qu'on proposait, qui ne passaient exclusivement, presque exclusivement par les sens avec les jeunes enfants, ce qui est un passage absolument obligé. Évidemment, on l'a décliné, mais vous connaissez tout ça. Je sais très bien que dans le monde de l'éducation et de l'environnement, on fait beaucoup appel à tout ce qui est sensoriel, mais on s'en est vraiment très, très largement inspiré, et on a fait faire des ateliers ou des temps de rencontres ou à des adultes sur le même modèle qu'avec les très jeunes enfants, et c'est vachement intéressant parce que on dit souvent reconnecter l'enfant qui est en vous, tout ça. Bon, là, on y était, quoi. On était dans le dur, et on a fait vivre à des professionnels, à des adultes, des souvenirs de leur premier instant de nature qu'ils avaient eu, qu'ils avaient connu quand ils étaient tout petits. Et c'est une excellente façon pour permettre à ces adultes-là de se reconnecter à cette façon vitale d'appréhender la vie et la nature. Voilà. Il ne faut pas que j'aille trop vite. Transition. Ah oui, non, mais très fort. Hyper transition. Ce que tu viens de dire, c'est petite enfance. Enfin, par l'essence, on se reconnecte à ce qu'on a vécu dans la petite enfance. Et donc, c'est Julia qui va nous parler justement de cet âge qui est un âge fondateur. Piaget, qui était psychologue, disait dans ces différents stades du développement, il parlait du stade de la toute petite enfance qui se situe entre à peu près 0 et 2 ans
et qu'il appelle la phase sensorimotrice, où vraiment tout se passe autour du sensoriel, où l'enfant découvre tout le monde à travers ses sens, en mettant à la bouche, en touchant, en observant, en écoutant. Et tout se passe dans l'instant présent, comme tu le disais tout à l'heure, ici et maintenant, et on ne pense pas après, à plus tard, mais tout est dans le moment unique avec l'enfant. Plus récemment, autour des neurosciences, pareil, ils parlent de cette plasticité cérébrale autour de la toute petite enfance où tout se développe tellement, tellement vite et où on grandit tellement, on a besoin de ces expériences à répétition pour pouvoir se les imprégner, pour pouvoir apprendre le monde, découvrir le monde. Et puis c'est à travers toutes ces petites expériences que le cerveau se construit, que le corps se construit dans la toute petite enfance, pour pouvoir aller plus loin après, au-delà des 3 ans. Donc cette première phase de vie est vraiment charnière sur la suite de l'enfance, de l'adolescence, et pour devenir un adulte après. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux tout petits, c'est vraiment leur permettre de faire ces expériences-là, pour leur permettre de se développer et grandir après. Et qu'est-ce que vient faire la nature dans tout ça? Parce que ça, finalement, c'est pour tous les enfants. Alors moi, comme disait Véronique avant, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait un détour par l'Allemagne dans des Naturkindergarten, où j'ai pu faire vraiment auprès des tout petits, des expériences en plein air et quasi exclusivement dehors. Et je me suis bien rendu compte de ce développement physique, cognitif et aussi du côté psycho-affectif, tout ce qui se jouait sur le dehors. Et c'est ça qui m'a donné envie de revenir en France et de me dire qu'est-ce qui se passe par là-bas et pourquoi ça ne se passerait pas par ici aussi, et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre ici pour permettre à ces jeunes enfants. Donc, au niveau du développement physique, il y a vraiment tout cet apprentissage de la marche quand ils sont tout petits. D'abord, bébé couché sur un tapis, à essayer de se tourner, de se rouler. Puis la période du 4 pattes, où on essaye d'explorer le monde à travers ce qui nous entoure au plus proche. Et puis, tout doucement, se mettre debout, marcher. Et là, leur permettre de toucher, de marcher sur des cailloux, de marcher dans de la mousse, marcher sur de la terre, c'est leur permettre d'asseoir vraiment cet équilibre et de se développer à travers tout ce qui les entoure. Si on les laisse sur des blocs en mousse, sur du carrelage, il y a plein de choses qui ne vont pas se développer de la même manière. Et bébé leur permet de toucher la mousse, toucher une plume, ça va déjà les initier, les sensibiliser à ce qui se passe dans la nature, à l'environnement qu'on leur propose et à découvrir cet environnement. Un argument souvent que je mets en avant quand je parle aux familles, c'est se développer dehors, ça leur permet vraiment d'avoir un sommeil réparateur, un sommeil plus riche. Et quand ils sont dehors et qu'ils courent et qu'ils sautent, et parce que les petits, on ne les arrête pas finalement. On voit bien quand ils apprennent à marcher, ils se cassent la binette 50 fois avant d'arriver à se redresser, et puis ils retombent et puis ils se redressent. Et tout ça, forcément, ça développe l'endurance, le système cardiovasculaire, et tout petit, tout ça, ça les renforce et ça leur permet de développer leur endurance davantage. Alors moi, je m'en rends bien compte parce qu'au-delà de la toute petite enfance, j'accompagne aussi les 3-5 ans et souvent sur des périodes d'accueil de loisirs, des enfants qui étaient rarement dehors. Quand on les voit arriver sur le terrain du moulin, le premier jour, ils se cassent la binette au moins 50 fois sur chaque caillou, sur les branches. Et tout petit, on voit déjà que certains ont beaucoup plus d'aisance que des enfants de 3 ou 4 ans s'ils ont l'habitude de mettre les pieds dans la terre, de sauter dans des flaques, de s'essayer à. Au niveau cognitif, alors là aussi, les apprentissages sont énormes en 3 ans. Il y a vraiment ce développement du langage où tout petit, on communique à travers des cris, des sons, et puis un peu plus grand, on acquiert quelques mots, les premiers mots, puis des mots, phrases, et puis entre 18 mois et 2 ans, on passe de 40 mots à une centaine de mots et bien plus. Et souvent, les éducateurs à l'environnement, ils disent qu'est-ce que tu veux, au niveau connaissance, qu'est-ce qu'on va leur apporter? Enfin, mes collègues me disent mais qu'est-ce qu'on va leur apporter? Il y a des petits à 2 ans, ils savent repérer ou définir une pie ou le héron ou une cigogne par chez nous en Alsace. Et au lieu de dire oiseau, ils auront déjà peut-être 3, 4, 5 mots d'oiseau à répéter, à connaître, à identifier. Et tout ça, il y a des enfants, finalement, si on ne leur permet pas, ils ont un vocabulaire plus pauvre que ceux à qui on va permettre d'acquérir plus de vocabulaire. Et ça, c'est en nommant les choses, en voyant les choses et en vivant ces moments dehors qui peuvent les découvrir et les connaître.
Il y a aussi un aspect autour de la concentration. On apprend à se concentrer, même tout petit, quand on est dehors. Alors certes, il passe vite d'une chose à l'autre et d'un endroit à l'autre, mais observer une fourmi traverser un petit chemin, bah, finalement, c'est un moment de concentration assez long pour un tout petit. Et quand on prend ce temps-là de l'accompagner à observer, bah, il apprend à se poser, il reste peut-être à quatre pattes et il observe la petite bête qui passe plutôt que de courir dans tous les sens. Et ça, la nature le permet, d'observer une feuille sur l'eau qui flotte, d'observer une fourmi qui passe, d'observer un oiseau qui se pose sur une branche et de faire silence pendant quelques minutes pour voir ce qui se passe. Tout ça, c'est les moments, encore une fois, ici et maintenant, et ce qui se passe dans l'instant présent avec les petits. Puis ça permet aussi de développer l'imaginaire et la créativité. Tout petits, ils sont tellement dans le jeu et tellement dans l'imagination que tout se transforme. Un bâton devient une baguette, un caillou devient une boule. J'en sais trop rien, mais il se passe tellement de choses tout petits où on arrive à leur permettre cet imaginaire et cette rêverie. Et puis au niveau psycho-affectif, et je pense que c'est super important dans le monde d'aujourd'hui, on leur permet de développer de l'estime de soi. Chaque petite chose est finalement un défi. Alors on voyait dans la vidéo tout à l'heure, on a notre but de motricité où tout petit, ils apprennent même en rampant, même à quatre pattes, certains s'essayent à. Et puis pareil, ils se cassent de nouveau la binette, ils remontent, ils réessayent, ils tombent. Et ils sont tellement contents quand ils arrivent en haut, ils ont la banane. Et puis du coup, à force d'essayer de monter, ils finissent par faire des roulés-boulés en redescendant. Et là encore, ils sont contents. Donc c'est quand même grandir et se sentir valorisé, avoir plus d'estime de soi que d'arriver à gravir toutes ces petites étapes. Et il y a aussi un aspect qui me paraît important chez les tout-petits, c'est la collaboration dans tout ce monde où on leur apprend finalement à vivre avec l'autre, à se sociabiliser. Souvent, on parle de sociabilisation dans les établissements de jeunes enfants et à être vraiment au contact de l'autre et à apprendre à avoir peut-être un peu d'empathie. Finalement, les tout-petits, au démarrage dans leur vie, ils sont égocentrés, ils pensent à eux et ils jouent pour eux. Et petit à petit, observer l'autre et observer qu'il y a du vivant autour de nous, ça permet aussi d'apprendre à être ensemble, à vivre ensemble. Puis un élément qui me paraît indispensable, c'est quand on parle de la petite enfance, on ne parle pas que des petits. Il y a toujours des adultes de référence avec les petits et que ce soit parents ou professionnels, c'est vraiment indissociable du tout petit. Et accompagner ces parents-là ou ces adultes-là, ça me paraît essentiel. Et tu disais tout à l'heure, Claire, toi, tu as changé de point de vue ou tu as imaginé d'autres choses avec l'arrivée de ton garçon. Et il y a plein de parents, quand ils deviennent parents, ils se posent 1000 questions sur l'éducation à donner, sur les produits à utiliser, sur l'alimentation, sur les bouquins qu'ils vont choisir. Et tout ça, c'est vraiment un moment, pareil, charnière dans la vie d'un adulte, de se poser toutes ces questions. Et ça fait partie de l'accompagnement de la toute petite enfance aussi. Bravo, Julia. Je voulais peut-être commencer avec une image des professionnels qui arrivent, pour lesquels il y a déjà un travail pour les convaincre de sortir et de venir sur le lieu, et qui arrivent et qui sont, ça se voit sur leur corps, qui ne sont pas confortables. Et puis parce qu'eux, ils ne sont pas confortables, les enfants ne sont pas confortables. Donc moi, j'accueille dans des espaces extérieurs, en jardin pédagogique que j'aménage, ou en forêt, ou dans l'espace de la crèche. Donc même dans le jardin de la crèche, auquel ils n'ont pas l'habitude d'aller, on voit que tout le monde avance à petits pas. Et je voudrais juste contraster ça avec ce qui représente pour moi une image de mon enfance, donc grandi dans les années 70, par la citation de la personne qui a écrit How to Train Your Dragon, les dragons, qu'elle, enfant, l'idée de s'occuper des enfants, c'était ouvrir grand la porte sur l'île écossaise où elle a passé beaucoup de temps. Et les parents disaient au revoir les enfants, revenez quand vous avez faim, ne tombez pas d'une falaise. Donc il y a quelque chose de très très différent aujourd'hui
je pense que pour les adultes de manière générale, même ceux qui ont vécu enfant des expériences fortes en nature, de par justement cette perte de contact avec la nature dans leur formation et puis dans les pratiques, n'ont plus cette habitude et se sentent pas légitimes. Elles ont peur de sortir dehors. Je ne parle pas de personnes qui ont la motivation et qui le font vivre dans leur structure, mais ceux qui ont perdu ces liens-là. Donc, comment nous, professionnels, en fait, ceux qui travaillent pour l'éducation à l'environnement, comment nous, on peut les mettre à l'aise. Je dirais que il y a une question de l'environnement qu'on leur propose. Il y a des connaissances que nous pouvons leur transmettre. Et puis, en fait, en quelque sorte, c'est nous, la personne qui les rassure comme eux, ils rassurent les enfants. C'est parce que nous avons les connaissances, nous avons même cette expérience de sortir avec les enfants. Nous savons ce qui est possible, quelles plantes on peut toucher, quelles plantes on ne peut pas toucher, qu'on peut en fait sortir quand il fait froid, comment il faut s'habiller, tout l'accompagnement de préparation en amont. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Je reviens à cette image de ne tombez pas d'une falaise. Donc, on peut imaginer tout ce temps que les enfants passaient sans surveillance d'adultes, quelle confiance les adultes avaient dans les capacités d'analyse de risque, des débrouillards. Donc, il y avait une confiance d'adultes dans les enfants, une confiance des adultes envers l'environnement. Aujourd'hui, perdue. Et nous, de par nos expériences, nos savoir-faire, nos compétences, on peut leur remettre en situation de confiance. Je reviens sur cette question de toutes ces expériences que les enfants pouvaient vivre dehors sans surveillance d'adultes. Comment on peut aujourd'hui permettre aux enfants qui ont plein des choses qui se passent en eux, plein des développements qui sont en train de s'opérer lors de cet âge-là, si on fait qu'une animation ou 2 animations, on ne peut pas comparer ça à juste donner un espace sécurisé en sécurisant l'adulte qui puisse ensuite sécuriser l'enfant. Il faut que lui puisse aller explorer. Si on compare les opportunités d'apprentissage, d'exploration, de recherche, de connexion de neurones qui peuvent aller sur l'intérêt de l'enfant, voilà, donc moi, ce que je travaille, c'est beaucoup le jeu libre et je trouve que dans cette rencontre de demande, il y a un changement de posture, il y a des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances pour les éducateurs nature à apprendre, mais il y a aussi un changement de posture pour, en quelque sorte, ouvrir, mettre en contact l'enfant avec toutes ces opportunités de développement que le contact avec la nature propose. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui. Très clair. Donc, par rapport à cette question de jeu libre, là je vais me tourner vers Julia. C'est activité, atelier, proposition. Ça, je ne sais pas, vous, en tant qu'éducateur à l'environnement, comment est-ce que vous envisagez vos accueils et la manière dont vous les structurez. Mais dans le cadre de la petite enfance, est-ce que c'est quoi finalement un bon accueil, est-ce que tu as une recette magique à nous partager? Non, alors j'ai ma recette, je ne sais pas si elle est magique, mais en tout cas, ça fait quelques mois ou quelques années maintenant qu'on s'essaye et qu'on essaye de voir ce qui fonctionne le mieux ou comment ça peut fonctionner. Il y a quand même, je pense,
un public spécifique comme la petite enfance, il y a des petites choses à respecter ou à mettre en œuvre pour les professionnels et pour les petits quand on propose des séances. Moi, il me semble important qu'il y ait quelque chose de l'ordre du rituel, en tout cas d'imaginer sécuriser l'enfant et l'adulte. Les enfants, quand on arrive, ils ne nous connaissent pas, ils sont tout petits et ils sont accrochés à leur adulte de référence. La sécurité affective, c'est super important à cet âge-là. Et du coup, le fait de ne pas rentrer dans leur bulle sans leur accord, ou le fait de respecter cette posture, là on parle vraiment de posture autour de la petite enfance, au-delà de l'atelier qui va être proposé. Pour moi, la posture est presque plus importante que ce qui va être proposé. Et au-delà de ça, moi, je propose souvent des possibilités d'exploration, pas des ateliers dirigés ou des choses toutes faites, mais vraiment leur permettre, encore une fois, pour qu'ils se sentent sécures et à l'aise dans leur environnement ou dans l'environnement qu'on leur propose, des possibilités d'exploration qu'ils n'ont pas d'ordinaire, donc des objets de la nature, des pommes de pin, des sables, des plumes, des graines, des petites choses à disposition, et de voir comment eux vont être amenés à s'en emparer. Et voir et accompagner le jeu à ce moment-là de ce qui va se passer pour l'enfant. J'aime aussi l'idée d'utiliser la littérature jeunesse pour soit avoir un fil conducteur sur une thématique ou pour avoir un autre rapport aussi, parce qu'ils aiment beaucoup les histoires, ils aiment beaucoup les comptines, et du coup ponctuer d'une histoire ou d'une comptine, ça me paraît intéressant. Et proposer aussi aux professionnels de la petite enfance un autre regard sur les histoires des fois ou sur les comptines, et d'utiliser des animaux plus locaux dans nos histoires de petite enfance, ça me paraît chouette. Souvent il y a des ours polaires et des éléphants et la savane, et d'imaginer peut-être qu'il y a une mésange ou je sais pas, le chevreuil, ça me paraît intéressant que les enfants à 3 ans sachent repérer un chevreuil dans une histoire. Donc voilà, c'est un petit peu de cette manière que j'imagine les choses. Après, ça dépend toujours du contexte, de l'endroit où on va être. Alors nous, nos expériences, on a autant en milieu rural que vraiment en zone très urbaine et dans les quartiers prioritaires de la ville de Mulhouse. Et du coup, le public est peut-être un peu différent, avec un apport en vocabulaire à vraiment enrichir, où on sent des fois des carences de vocabulaire, et l'envie de découvrir la matière, de découvrir l'extérieur. Il y a quand même des enfants à Mulhouse, pour la petite anecdote, là, quand même, tout vite, qui, quand ils savent que je viens en activité, Julia arrive pour une activité nature, les parents les mettent sans les chaussures ce jour-là à la crèche, parce que c'est trop dur pour eux d'imaginer une séance en extérieur toute la matinée, donc ils préfèrent ne pas leur mettre de godasses aux pieds pour qu'ils ne sortent pas du tout. Donc voilà, il faut y aller tout doucement pour certains enfants, parce que peut-être qu'ils ne connaissent pas l'espace extérieur ou qu'ils ne savent pas toucher la matière. Après, j'ai l'impression que ça bouge. Enfin, là, je me tourne vers Claire. De ce que j'ai compris, dans les crèches que vous accompagnez, il y en a énormément qui ont des extérieurs et qui assument, entre guillemets, cette sortie quotidienne par tous les temps. Est-ce que c'est un public spécifique de parents qui va dire « moi, je les mets dans cette crèche-là parce que je sais qu'ils vont sortir » ou non ? Non. Alors oui, ça bouge. Nous, aujourd'hui, on accompagne près de 900 crèches partout en France. Donc, il y en a 15 000. Donc, il y a encore une marge de manœuvre. Mais, donc, et oui, l'envie d'aller dehors, l'envie d'utiliser la nature comme... ou l'autorisation, en fait, s'autoriser avec les professionnels et les gestionnaires, parce que le professionnel, c'est une chose, le professionnel terrain, c'est un milieu qui est assez hiérarchisé. Il y a un directeur d'établissement et puis il y a un gestionnaire qui peut être public ou privé et qui assume la responsabilité, quelle qu'elle soit. Donc ça s'est assoupli, et il y a de plus en plus de structures, oui, qui ont un jardin, qui jardinent, qui sortent, qui vont... qui passent des journées, qui font la sieste dehors, qui pique-niquent ou qui déjeunent dehors par ou qui tous les goûtent. temps. Alors, déjeuner, non, pas par tous les temps. Non, mais je veux dire qui ont cette... Oui. Et donc, les professionnels, parce que dans le réseau, donc les crèches qui sont dans cette démarche, on appelle ça des écolo-crèches. En fait, on a créé une démarche et un label qui s'appelle écolo-crèche. Donc, dans le réseau écolo-crèche, on réunit les professionnels
par plein de façons, en présentiel, en distanciel, etc. Et elles se filent leurs astuces. Donc il y a les combinaisons tout temps. Mais on dit tout le temps, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Voilà. Donc il y a les combinaisons tout le temps, il y a les carrioles, parce qu'il y a un taux d'encadrement aussi qui est différent avec les plus grands. Donc ils ont développé des tas d'astuces avec des carrioles où un adulte peut trimballer plus de bétail. Je dis ça avec beaucoup d'affection. Voilà, après les vers de terre, on a compris. Il y a plein d'astuces voilà, qui se sont développées. Donc aujourd'hui, oui, ça bouge beaucoup et il y a plein de choses. Et donc, il y a beaucoup plus d'établissements que ceux qu'on accompagne qui sont motivés pour le faire. Donc oui, ça a bougé. Et aussi au niveau de la perception par les institutions de contrôle. Donc tu as parlé des PMI. La PMI, donc c'est la protection maternelle et infantile, c'est ceux qui donnent... qui peuvent éventuellement faire fermer un établissement. Bon, c'est quand même assez rare. Aujourd'hui, ça a beaucoup progressé. Et la perception de la nature versus l'intérieur clos, toxique, pollué, et j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, les esprits se sont ouverts. La santé environnementale a aussi apporté son lot d'informations. Le Covid a aussi apporté son lot. Il y avait une bataille micro-organismes, chimie. Et bon, là, on a dit ouvrez les fenêtres, quoi. Donc ça, c'est... Ouvrez les fenêtres et passez le maximum de temps dehors depuis le temps qu'on le disait. Mine de rien, il a eu un peu de... Et donc, tu parlais des parents. Le problème, c'est que les parents ne choisissent pas l'établissement. Parce qu'il y a une offre... Non, il y a une offre, en fait, qui est pas assez... qui est pas suffisante pour le nombre de demandes. Donc, souvent, les parents prennent un peu la crèche qui leur est attribuée, quoi. Sauf dans le cas de crèches d'entreprise gérées par des entreprises où il peut y avoir des berceaux réservés pour certaines entreprises, mais c'est pas la majorité. Donc le fait est, c'est que les parents ne choisissent pas tellement l'établissement, donc... et c'est intéressant d'ailleurs, du coup, nous, les établissements qu'on accompagne sont les établissements du quartier. Donc on n'a pas que, des familles de bobos ou de gens sensibilisés qui auraient voulu que leur enfant... soit dans ces conditions-là. Et c'est aussi tout l'intérêt, quoi, d'être dans des établissements de quartier qui accueillent tout type de population. Et juste pour dire que oui, ce monde a changé. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du séminaire autour des 1000 premiers jours. Donc, il y a tout un travail qui a été fait avec des professionnels de l'enfance et de la périnatalité sur l'importance des 1000 premiers jours. La nature est apparue comme étant indispensable à ces temps-là. Et puis, il y a eu la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant qui a été publiée en 2016. Donc, on a été auditionnés, on a participé à l'élaboration et la nature est présente. Après la culture, mais elle est quand même présente dans la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant qui est aujourd'hui imposée. C'est-à-dire que les établissements d'accueil du jeune enfant doivent respecter cette charte. Et cette charte dit, c'est l'enfant qui parle, j'ai besoin du contact de nature. Et donc, dans ce cadre de changement un peu de braquet, on va dire, là, du coup, Véronique, tu peux peut-être nous parler de, finalement, une espèce de bouleversement systémique qui ouvre des budgets et qui ouvre aussi ce changement de culture. Oui, donc si je continue dans notre développement, là, chez nous, on s'est vraiment interrogé aussi sur le modèle économique. On est tous dans des assos et on sait que c'est pas forcément évident de pérenniser les emplois. Voilà, on est sur un secteur un peu fragile. Et pour autant, la petite enfance, en tout cas nous, depuis 3 ans, on a plutôt une bonne surprise, c'est-à-dire des financements plutôt intéressants, pérennes. La CAF, par exemple, qui nous suit sur ce qu'on a nommé dans le dossier un centre de ressources nature petite enfance, où du coup, on est repéré par la CAF, la PMI, mais surtout toutes les structures de petite enfance sur notre territoire pour échanger, se former, trouver de l'info, des bouquins, etc. Dans le cadre de Centre de ressources, on a aussi monté un projet qui a été financé sur un programme santé, mais aussi au national, sur l'appel à commun, dont Terra Symbiosis, dont la Fondation Nature et Découverte. C'est un projet qui s'appelle « Les petits se font la malle ».
Et donc, l'idée, c'est d'avoir un outil pédagogique qui soit co-construit. Donc, on bosse entre animateurs nature, professionnels de la petite enfance, mais aussi on retrouve les institutions, la CAF, la PMI, etc. Et l'idée, c'est d'avoir un outil péda sympa. Alors, on est d'accord avec toutes les limites des outils, parce qu'on en a tous et on connaît les limites, mais ça a au moins le mérite de faire travailler les gens autour de ça et de recenser aussi ce qui existe et de partir aussi des freins et des réalités de travail des uns et des autres pour pouvoir avoir des chansons qui sont en lien avec la nature et qui s'adaptent aux tout petits, des comptines, des histoires, des idées je sais pas, de bricolage, et puis des entrées plutôt comme ce que disait Julia, la motricité, qu'est-ce qu'on peut développer, comment on peut imaginer une expérience de nature avec des tout petits sur une matinée. Enfin bon, voilà. On est en train de le faire, donc je ne peux pas tout vous dire, mais on a une personne qui bosse là-dessus et c'est hyper... pour nous, c'est passionnant en fait de bosser sur ce truc-là. Et oui, si, alors dans la suite... Donc le moulin, vous avez vu, il y avait une super belle image de drone, là. C'est une des premières fois que je voyais le moulin comme ça de haut. Et en fait, on est donc vraiment dans une zone artisanale, on est entouré d'usines. Et en fait, il y a une usine qui est arrêtée. Donc c'est un bâtiment hyper moche en tôle. Et là, on s'est dit, mais on veut surtout pas qu'il y ait une nouvelle usine qui arrive avec des camions qui nous bloquent et tout ça, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent au moulin. Et on a réussi à choper ce bâtiment. Et ce bâtiment, sa vocation, donc il a été acheté par la communauté de communes et le projet nous est donné. Voilà. Et on est sur un projet de créer une crèche. Voilà. Donc on va être un centre d'initiation nature-environnement qui va avoir sa propre crèche. Voilà. On est sur 24 berceaux. Et l'idée, c'est d'expérimenter une crèche, mais éducation à la nature, quoi. Donc, voilà. Donc on est en plein là-dedans avec Julia. Donc on est très contente aussi de te rencontrer. Et voilà, s'il y a des gens parmi vous qui ont envie d'y réfléchir, c'est super, parce qu'on a plein de trucs à rendre là pour les archis qui nous pressent en disant il faut un programmiste, il faut nous dire ce que vous voulez, où sera tel truc et tout. Alors, on est un peu, voilà. Mais l'idée, c'est aussi qu'on ait une salle de formation au-dessus, avec qui puisse aussi avoir un petit espace d'observation, que ça soit aussi un lieu d'expérience. Et du coup, d'avoir vraiment comme ça un pôle petite enfance, comme ce qu'on a démarré, pour donner envie à d'autres structures des professionnels de venir voir et de se dire ok, c'est peut-être pas, il y a peut-être des choses qui sont à hauteur de budget pour des structures déjà existantes avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire les salles mal foutues, le sas pour aller dans la cour hyper étroit qui favorise pas le déshabillage, l'habillement, mais voilà, il y a plein de petits trucs à mettre en œuvre, à trouver. Tout le monde dit mais c'est génial, mais ouais, en fait moi j'ai mon enfant à la crèche et j'ai découvert qu'à Paris il n'y avait pas beaucoup de crèches qui avaient des cours. Et ça, moi, en tant qu'Alsacienne... En fait, la majorité des crèches parisiennes n'ont pas d'extérieur. Voilà, n'ont pas d'extérieur, voilà. Et donc, moi, qui avais vachement bossé avec la PMI sur mon département du Haut-Rhin depuis des années, et où on était, nous, sur la taille des espaces, en train de râler, en disant mais c'est trop petit, il n'y a pas assez de nature, c'est trop goudronné, machin. Là, je me suis dit, mais en fait, il y a des parents là, et des financeurs potentiels à qui je vais parler, qui eux-mêmes mettent leurs gamins dans une crèche où il y a zéro extérieur. Et en fait, ça peut être aussi très compliqué parce que ça peut être aussi très culpabilisant, ce discours qu'on a tout le temps de dire « Ah, c'est super important la nature, vous êtes vraiment des gros nazes de mettre vos enfants dans des endroits où il n'y a pas de nature. » Et il y a aussi des contraintes qu'il faut que, dans la vraie vie... Non, mais ça peut être perçu aussi comme ça. Non, mais je dis ça parce que dans le train, j'ai eu une maman mais qui était décomposée parce qu'elle nous écoutait préparer le pitch et qui, au bout d'un quart d'heure, a dit ça m'intéresse carrément ce que vous dites, mais en fait, moi, j'ai une petite dans une crèche et j'ai pas... Elle est foutue, ma gamine, ou quoi? Enfin, genre, c'est mort pour elle, quoi. Voilà. Non, mais voilà, c'est aussi... Non, mais je veux dire, on va remuer des trucs, enfin, c'est un peu ce que tu disais, on va remuer aussi des trucs sur la manière dont on a pensé l'éducation et... Voilà, excellente transition avec une dernière prise de parole que Claire, oui. Est-ce que tu peux, parce que ça bouge, on voit que ça bouge, il se passe plein de trucs, et il se passe, donc en plus de cette innovation, éducation à l'environnement petite enfance qui se passe au moins, il y a une rap a priori. Oui. Ouais. Alors, j'aurais pu aller à la table ronde à côté. Oui, mais tu es avec nous. Voilà, mais j'avais plusieurs petits... effectivement, on lance un projet
avec le Muséum d'histoire naturelle et on va créer une plateforme de sciences participatives sur les expériences de nature des enfants de 0 à 3 ans et des adultes qui les accompagnent. Parce qu'effectivement, moi, au départ, je voulais m'intéresser aux adultes parce que ce sentiment d'urgence, c'est-à-dire que hors de question de laisser porter sur le dos des jeunes enfants la responsabilité du bordel qu'on a créé. C'est vraiment Donc l'idée, c'est pas du tout « Ah bah oui, on va éduquer une armée verte, comme ça tout ira mieux après ». Non. Mais du coup, avec les jeunes enfants, on touche aussi les adultes et effectivement des gens responsables qui peuvent agir dès maintenant, des décideurs. Et donc il y a ce tandem enfant-adulte, que ce soit les parents ou les professionnels, les parents, grands-parents, tontons, tata, tout ce qu'on veut, l'adulte qui peut être à côté des enfants. Donc, ce projet, en fait, vise à créer une plateforme où il y aura de la ressource pour créer un atelier, une situation, une expérience, un peu ce qu'on veut, parce que ne nous figeons pas sur le fait que l'atelier n'a pas un début, une fin, mais en tout cas des outils pour permettre à chacun, et ça sera libre, ouvert, à chacun qui veut générer, créer, vivre une expérience de nature avec des jeunes enfants puisse le faire. Et cette plateforme, donc ça c'est l'aller, et le retour c'est que les adultes qui voudront bien répondre à des questions et à des protocoles en mode muséum d'histoire naturelle pour donner des informations sur ce que ça a généré pour le jeune enfant ou les jeunes enfants et les adultes qui étaient là, pour qu'ensuite un chercheur puisse tirer des enseignements, enfin aille fouiller et tirer des enseignements sur ce sujet. Donc c'est un projet qu'on est en train de lancer, on est en train de boucler, enfin de chercher les financements, de boucler les financements. Il va démarrer là, début d'année, mais déjà on va se donner les moyens en fait, d'aller dans venir vous voir ou voir d'autres établissements en fait, qui ont des jeunes enfants et des adultes pour commencer à tisser des choses. Donc gardez vos yeux et vos oreilles à l'affût pour ça. Donc, on fait confiance à Cécile pour transmettre les informations. J'avais un autre sujet, c'est qu'aussi, on travaille avec le Muséum d'histoire naturelle sur Viginature École pour le traduire au monde de la petite enfance. Donc, les premières fiches vont sortir prochainement sur, justement, les escargots, je ne sais plus, les lichens, enfin, je ne sais plus, des fiches qu'on est en train de traduire. Je voulais vous dire que si vous avez encore faim, le 24 janvier, dans le cadre du Festival de l'Apprendre, organisé par la Maison de l'Apprendre à Lyon, on organise une table ronde avec des gens super inspirants, comme Bernadette Moussy, notez son nom, qui est une pédagogue, qui est une jardinière d'enfants, elle a 80 ans, donc elle a quand même pas mal d'expérience, elle a formé beaucoup d'éducateurs de jeunes enfants, et elle a une bibliographie géniale, elle a écrit beaucoup de livres, et notamment sur les pédagogues et la nature, pour vous expliquer en fait comment la nature a été présente, tu le disais, dans la formation initiale des EJE, mais historiquement, tous les pédagogues ont parlé de la nature et ça vous sera utile aussi pour les enfants plus grands. Freinet, Steiner, tout le monde en a parlé beaucoup. Et Bernadette a fait un peu l'état de l'art, en fait. Donc, je vous recommande ses bouquins. On pourra te donner... Oui. Elle a un site internet qui s'appelle aussi La Pédagogie, je crois, mais je te donnerai tout ça et vous pourrez le mettre dans les minutes du... voilà, et donc c'est le 24 janvier. Oui. Donc il y aura Bernadette, il y a Vincent Vergogne qui est un artiste qui travaille qu'avec la nature aussi, et un éducateur de jeunes enfants du réseau qui est en Normandie aussi, dans des endroits où il y a de la nature, mais qui parlera de son expérience. Donc ça peut vous nourrir si vous avez encore faim sur ce sujet. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Viginature, la table ronde, le projet Expérience de nature. Et après, je vais militer pour nous. On a écrit une tribune il y a un an. Enfin, on a une profession de foi. On milite pour remettre la nature dans les centres-villes, pour remettre la nature auprès des jeunes enfants, parce que oui, à Paris, mais aussi à Marseille, mais aussi à Lyon, enfin dans plein de grandes agglos, les enfants ne voient pas un brin d'herbe et ça n'est pas obligé, en fonction de la pression immobilière qui est dans... aujourd'hui, la priorité, c'est de créer des places de crèche. Donc, il faut mettre les gens au travail, donc il faut créer des places de crèche. Donc, on milite pour ça, on milite pour une alimentation plus durable, et y compris pour les jeunes enfants, et en particulier pour ce terreau-là qui est en train de se construire. On milite pour soutenir les professionnels de la petite enfance qui se donnent du mal et qui vont très mal.
Voilà, donc, et donc je veux bien vous faire passer la tribune et que vous la fassiez passer partout et que vous la signiez et que vous nous aidiez à nous battre sur ces sujets en fait qui sont fondamentaux. Ce sont les citoyens de demain, tout comme les enfants que vous avez l'habitude d'accompagner, mais ceux-là sont encore plus fragiles. Voilà. Merci Claire pour cette belle clôture. Quand tu dis on et les viginatures transformées à la petite enfance, on peut trouver tout ça où? Alors ça va sortir. Hein. Quand je dis on, c'est La Belle Vie, l'équipe de La Belle Vie bosse sur ce sujet avec le muséum pour Sur transformer. un site internet. Ça sera sur le site Viginature École et ça s'appellera Viginature Petite Enfance. Voilà. Ça sera vraiment sur le site du muséum et de Viginature. On peut utiliser cet espace pour éventuellement. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, pour ceux qui se... Isabelle du CPE du Gard. Et donc, voilà, la question, est-ce qu'il y a un travail qui est fait aussi avec l'urbanisme, avec le DCAE, des choses comme ça? Alors, un travail, tu veux dire le nôtre ou en fait, la crèche, toutes les crèches, en fait, quand il y a une implantation de crèche, il y a un travail avec la direction de l'urbanisme et de la ville pour définir l'implantation. Et la PMI aussi, donc la protection maternelle et infantile, a son mot à dire. On ne peut pas implanter une crèche n'importe où. Et effectivement, quand le gestionnaire a l'intention d'avoir des espaces nature ou végétalisés, il peut utiliser le toit, il peut utiliser... oui, il y a beaucoup de possibilités. Et nous, on a déjà vu des terrasses assez surprenantes avec de la terre dans des endroits qui sont assez inattendus. Oui, tout peut être utilisé. J'ai répondu à ta question. Oui, ça veut dire que c'est pensé dans ce sens. Oui. Alors, c'est pensé, pas tout le temps, mais quand le gestionnaire a l'intention de, c'est pensé dans ce sens. Aujourd'hui, la réglementation n'impose pas... Alors, là, il y a un nouveau référentiel bâtimentaire qui a été publié il y a 2 ans, qui est sorti il y a 2 ans et qui est obligatoire depuis le mois de janvier, d'ailleurs, depuis maintenant. Et les établissements existants doivent se mettre en conformité et les nouveaux doivent correspondre à ce référentiel. Mais il n'impose pas d'extérieur dans toutes les conditions, c'est-à-dire quand la pression immobilière est trop importante, donc dans les grandes agglomérations, l'extérieur peut ne pas être une obligation. Voilà. Sinon, aujourd'hui, l'extérieur est une obligation, à part dans ces endroits, ces grosses agglomérations, quoi. C'est défini, le gestionnaire ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas il peut pas s'implanter ici, dire « Ah non, mais il y a une grosse pression immobilière, moi je ne vais pas faire d'extérieur ». Ça ne va pas passer, c'est clairement défini par les urbanistes. Après, dans ces grosses agglomérations, il y a des initiatives visant à sortir les enfants des crèches dans des espaces qui ne sont pas forcément accolés, mais qui vont être des espaces végétalisés un petit peu plus loin. Mais il y a cette question de l'accompagnement qui fait que s'il n'y a pas cette réassurance dont parlait Rachel et cette facilitation, les professionnels auront du mal à y aller parce que c'est compliqué de sortir comme ça, de marcher avec des tout petits dans la rue, de devoir... Enfin, donc il y a énormément de freins à ces pratiques alternatives à l'absence d'espace extérieur. Oui. Sylvie, moi je suis en Haute-Saône, je suis animatrice nature privilégiée et j'ai une envie d'aller plus bas. On a déjà commencé avec la maison d'environnement du territoire de Belfort sur une journée et ça m'a donné envie. Justement, je rebondis sur le déplacement au Moulin Nature. Les enfants viennent au Moulin Nature. Alors comment ils viennent? Est-ce que c'est des crèches du quartier? Comment ils se déplacent sur le moulin? Ou est-ce que c'est vous qui... Il y a les deux. Il y a les deux, ça dépend. Alors nous on a un minibus, alors ça arrive qu'on les cherche. Sinon il y a le tram qui s'arrête pas très loin et du coup elles ont juste une petite passerelle à passer avec les poussettes et elles peuvent venir à ce moment-là en transport en commun. Et il y a des groupes alors par enfant en voiture. Enfin il y a un peu de tout. Enfin ça dépend. Et sinon on va dans les structures aussi. Si elles peuvent pas venir au Moulin Nature, on va. C'est souvent plus facilitant déjà dans un premier temps et plus sécure que nous on se déplace pour leur permettre de vivre des moments dehors et les accompagner sur le dehors que de faire déplacer tout le monde jusqu'au Moulin Nature.
Ça implique qu'ils aient déjà un espace de nature à proximité de la crèche. En fait, ou dans la crèche. ouais, ça je vais peut-être répondre. En fait, le confinement, nous, ça nous a vraiment fait réfléchir à l'accueil au moulin. Voilà. L'accueil au moulin, c'était les budgets de toutes les écoles, le bus, etc. Voilà, et c'est super parce qu'on connaît bien le lieu, on a les mares pédagogiques, le jardin, enfin bref, on a le verger, tout est là. Voilà, c'est nickel. Et on a bien fait toutes nos fiches pédas, donc c'est super. Mais il y a un moment où, si on veut, essaimer, et si on veut que, et c'est valable pour l'école du dehors, que les professionnels réinvestissent ces espaces-là, nous, on s'est dit, OK, on va chercher l'espace de nature, soit dans les structures, soit à côté des structures. Donc, on a fait un gros boulot de repérage. Et pour la petite histoire, je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'équipe, moi, j'ai plein d'animateurs qui n'aiment pas forcément vivre à Mulhouse, hein, donc ils habitent dans les Vosges à côté, dans des super petites maisons sympas dans la campagne. Et en fait, ils ne les connaissaient pas, les lieux de nature. Donc ça, déjà, c'est un premier truc. Donc déjà, nous, les connaître, les repérer, et puis se dire, ouais, ok, la nature, elle n'est peut-être pas celle qu'il y a dans les Vosges, dans l'ENS à 10 km, mais il y a du potentiel, il y a plein de trucs à faire, et ça a complètement changé l'autre manière de bosser. Ça a complètement changé aussi le regard des professionnels qui, eux-mêmes, souvent, n'habitent pas dans le quartier populaire où ils travaillent, hein, ils habitent quand même un peu plus loin, et ils ne connaissent pas non plus les lieux de nature. Et donc, du coup, ça a carrément tout changé. Et au lieu de bloquer sur quand on y va, on est soit en classe, soit dans la pauvre cour moche, et en fait, maintenant, quand on y va, en fait, on connaît le coin de nature super sympa à côté. Nous, on a un animateur grimpe d'arbres. On a négocié une convention avec la ville de Mulhouse où on a repéré des endroits. Il y en a 5-6 maintenant dans Mulhouse où on a le droit d'installer des cordes et de faire grimper des gamins. Et du coup, tout ça, ça change complètement la manière d'agir et d'intervenir parce que... du coup, on investit les spots de nature à Mulhouse, qui ne sont pas fous, hyper riches, mais enfin, il y a quand même des trucs sympas, et on en découvre, en fait, voilà, il y a de l'eau, il y a des beaux arbres, enfin bref, il y a des haies, il y a plein d'endroits. Et surtout, du coup, on devient aussi des interlocuteurs des espaces verts, pour leur dire non mais non quoi, enfin voilà, non. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, et puis mine de rien, ça peut même avoir, et je pense que ça se passe quand même, c'est que le service urbanisme qui, franchement, ils ne pensaient pas du tout, et qui vend les terrains dès qu'ils peuvent parce que ça rapporte des sous la commune, de travailler aussi avec les élus de la politique de la ville, l'élu... Bon, nous, on a une élue nature en ville maintenant, mais l'élu santé et mobilité et l'élu machin, enfin, à un moment donné, juste leur dire la chance qu'on a d'avoir cette friche-là, que tout le monde trouve moche, en fait, dans le discours, mais que maintenant, il y a plein de classes qui y vont et des crèches qui vont faire des trucs. Et du coup, c'est plus une friche ou une dent creuse, comme on dit, en attente d'être achetée par un promoteur immobilier, mais ça devient potentiellement un lieu pas trop mal et où les gens se rencontrent et puis petit à petit, on va y mettre un potager, des habitants, des machins, et voilà. Je pense que c'est une manière aussi de faire durer des projets, quoi. Défendre la nature en ville, voilà. Nous, on essaye de défendre ça aussi. J'ai une petite question par rapport au financement. Je suis Mathias des écologistes de Leuzière, à côté de Montpellier. Et moi, j'avais une petite question par rapport au financement, parce que vous nous avez parlé du coup des financements pour le centre de ressources, des financements pour l'appel à commun, mais les financements pour les interventions avec les jeunes enfants. Du coup, c'est les crèches, c'est les parents. On me demandait. Bon. Ouais, c'est les crèches. En fait, faire payer les parents, on milite pas pour faire payer les parents, quoi. Enfin, je sais pas ce que... Ouais. Donc on évite, mais ce sont les crèches. Elles ont souvent des budgets dédiés à des interventions externes, hein, musique, danse, théâtre, ça peut être nature. C'est moins commun, donc c'est pour ça que dans la charte nationale de l'accueil du jeune enfant, la nature vient après la musique. Ceci dit, c'est formidable. Hein. Et puis sinon, les CAF, en fait, le plus gros financeur de la petite enfance, c'est la caisse allocation familiale. Et donc, les CAF ont des budgets aussi pour budget public et territoire, de projets innovants, il y a plein de choses qui sont possibles. Et donc, les établissements demandent eux-mêmes un financement pour financer des prestats externes. Et ça existe beaucoup. Enfin, moi, dans toutes les crèches que je connais, il y a des intervenants extérieurs qui viennent, que ça soit la ferme pédagogique, la musique, la danse, encore une fois, le conte, et donc les arts plastiques. Et ça peut être arts plastiques naturels, ça peut être... voilà. C'est les collectivités derrière les crèches. La CAF,
Non, derrière les crèches. Pas Les toujours, crèches, ça c'est peut être une qui association, ça peut être aussi la collectivité. Mais Il y a trois grands ouais. grands types de gestionnaires. Le plus gros, c'est le public. C'est les crèches C'est les collectivités. municipales ou départementales ouais. ou intercommunales. Après, il y a les associatives, donc qui ont des associations qui gèrent des crèches et qui peuvent demander des financements. Et ensuite, les entreprises de crèches, qui sont le troisième gros acteur depuis 20 ans, 17 ans. La musique verte. Comment ? Pour passer au-dessus, il faut faire de la musique verte. Voilà, par exemple. Musique verte, c'est le bon truc. La parentalité aussi, c'est pas mal financé par les CAF. Et en fait, il y a des assos aussi qui, vous connaissez sûrement, mais qui réunissent des parents sur des temps réguliers. Et nous, on a une asso, par exemple, il y en a plusieurs, mais qui viennent chez nous avec des parents. Alors, ils ont déjà un professionnel qui anime, et ils viennent chercher la compétence d'un animateur nature, et ils sont tout contents d'avoir un lieu en plus sympa. Ceux-là, en général, ils se déplacent plus facilement, les parents. Donc, ils font du covoiturage, ils se retrouvent chez nous. Et on a comme ça, des fois, des rendez-vous réguliers. Mais c'est pas trop un souci, franchement, le financement petite enfance. Nous, on n'a pas trop de difficultés, quoi. Et j'en profite, pardon, désolé, j'en avais une petite deuxième. C'était sur j'avais une question. Est-ce que vous avez remarqué chez les jeunes enfants un peu une dose de nature limite? Enfin, est-ce qu'il y a un temps d'intervention? Parce que c'est quelque chose que nous, on peut remarquer des fois avec les plus grands, même avec les adultes. Du coup, est-ce que dans vos expériences, vous vous êtes rendu compte qu'au bout de 2 heures, au bout d'une demi-journée, est-ce que... Voilà. Moi, je dirais qu'il y a quand même le froid et l'être mouillé et l'être mal équipé qui jouent. Mais sinon, si on les met en contact avec de l'eau et de la terre, ils peuvent rester beaucoup plus que même les professionnels seront d'accord. Et voilà, dans l'accompagnement des professionnels, c'est important vraiment de parler de l'équipement des professionnels qui sortent parfois avec des baskets et des jeans quand il fait 0 degré, qui n'ont pas pensé. Ils ont pensé à amener le bonnet et tout ça pour l'enfant, mais pas pour elles-mêmes. Mais si elles ont froid, les enfants vont rentrer trop tôt. Donc c'est un double travail. C'est ça ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Peut-être que je n'ai pas assez développé, mais c'est vraiment un travail à la fois à l'attention des professionnels pour les accompagner sur le changement d'habitude, pour pouvoir ouvrir tous les trésors de la nature aux enfants. Il y avait une question. Je peux juste compléter peut-être sur la toute petite enfance après. C'est juste au niveau des 0-3 ans, il y a aussi dans l'observation la fatigabilité parce qu'ils ont quand même un rythme et une fatigue. Donc quand ils commencent à tomber trop, à pleurer trop, c'est que peut-être qu'ils ont besoin à un moment donné de se poser, et même en restant dehors, mais plus envie de gratter la terre ou d'être au contact de l'eau, de se poser sur une couverture et de se reposer, de fermer les yeux un peu. Ça souvent chez les petits, on le perçoit comme ça. Thomas, je suis animateur aussi de la ville de Mélan à côté de Grenoble. Et tu parlais au tout début des animateurs qui avaient des freins, des blocages par rapport à la petite enfance, en disant mais qu'est-ce que je vais leur faire, comment je vais aborder tout ça. Et comment tu as réussi du coup à débloquer des outils, Alors déjà, la formation, vraiment là... Alors c'était via l'IFRI, je me souviens plus de ce nom, mais c'est une nana vraiment très chouette. Je pense qu'elle est connue dans le milieu de l'animation, mais qui est dans les Deux-Sèvres. Il y a eu un gros boulot de fait sur la petite enfance. Non, c'est pas que ça fait. Non, petite enfance, vraiment. Ouais. Je me rappelle plus, mais je peux retrouver son nom. En tout cas, c'est dans le catalogue de l'IFRI. Voilà. Donc déjà de la formation, on a rebossé. Le sens vraiment, je disais, syndrome du manque de nature. C'est vraiment ça, se dire. Parler de réchauffement climatique, tout fout le camp et qu'on est tous en post ou en pré-dépression, et en même temps constater que les enfants n'arrêtent pas de tomber à 6 ans, qu'ils veulent plus s'asseoir dans l'herbe, qu'ils crient, hurlent dès qu'ils voient une petite bête. Je veux dire, moi, à un moment donné, c'est juste, j'ai repris tout ça en disant, mais faut qu'on soit cohérent, là, faut qu'on commence tout de suite et plus tôt. Et je rebondis juste sur ce que vous avez dit, mais les parents, donc les jeunes parents dont on fait partie, il y a pas mal de jeunes ici, ou dont on a fait partie, ça a été des moments hyper importants, souvent, où on a fait des virages, tu l'as très bien expliqué, avec Pablo, où on a envie, et où on est, le changement, on bosse tous sur la question du changement. On sait comment c'est difficile avec des grands... des adultes, des ados, des enfants, mais vraiment, s'il y a un moment donné où les adultes ils sont prêts à changer, c'est à ce moment-là. Et donc c'est génial d'être là à ce moment-là et de leur donner des éléments, des billes.
Et donc c'est juste, enfin je pense que le déclic, ça a été en effet de remettre ça en perspective et de trouver de la cohérence. Et ce qui est super chez les animateurs nature, c'est qu'il y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'en général, ils essayent d'être cohérents dans tout. Voilà. Et donc, c'est passé assez facilement, en fait. Je pense que c'était juste que c'était pas conscientisé. Voilà. Après, il y en a toujours qui sont plus à l'aise avec des ados qu'avec des petits, plus à l'aise avec des adultes. Voilà, ça fait partie du métier. Mais en tout cas, de conscientiser ça a fait que ça a levé beaucoup de freins et ça a suscité de l'envie. Puis après, de voir faire un collègue et de dire ah ouais, en fait, voilà, c'est possible. Comme on l'a fait, nous, on l'a fait hier. Voilà, il y avait des appréhensions, des questions. Puis on l'a fait tous ensemble. C'était super. Et on connaît ça. Hein. Campagnonnage, quoi. Il faut trouver une crèche sympa qui vous accueille. Il faut aller manger du bébé, quoi, comme je dis, parce que souvent, on s'en fait toute une histoire et c'est vrai que c'est compliqué, mais enfin, ça peut paraître compliqué, mais les professionnels de la petite enfance aussi ont cette capacité d'accueil, je trouve. L'institution paraît de l'extérieur plus rigide, elle l'est beaucoup moins que l'éducation nationale, en fait, mais vous la connaissez mieux. Les professionnels ont l'habitude de tout ce qui est expérientiel, ont l'habitude du tâtonnement, ont l'habitude de l'analyse de pratique. Je ne sais pas si ça vous parle, mais donc de prendre du recul sur ce qu'on fait, de s'extraire du groupe d'adultes et du groupe d'enfants, d'observer ce qui se passe. Enfin, je parle de ton métier, donc observer ce qui se passe et donc trouver un établissement où vous pouvez aller vous amuser en petit nombre avec les enfants et puis voir. Il faut dédramatiser, quoi. Voilà. Il y a un truc à pas faire, à se laisser grimper dessus par plein d'enfants. Ça, c'est le piège, le gros piège que font les bleus. Après, c'est mort. Mathieu, et après... Alors, j'aurais voulu savoir, c'est quelle récurrence au niveau des ateliers au Moulin à Nature pour les tout petits? Ça dépend. Oui, ça dépend des projets. Il y a tout. En général, en moyenne, c'est souvent une fois par mois, c'est une fois par semaine, par exemple ce qu'on a vu dans le film tout à l'heure. Bah, par exemple, c'est l'Églantine, c'est une structure, je sais pas, ça fait combien de temps que tu bosses avec eux? Alors l'Églantine, par exemple, ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux, où il y a eu des temps de sensibilisation d'abord et des temps d'animation où elle m'observait parce qu'elle se sentait pas en tant que professionnelle de faire et petit à petit à dire Julia, là on pourrait peut-être faire ensemble, imaginer la séance ensemble, et comme ça de fil en aiguille, il y a eu des temps de formation après où elles ont besoin de se retrouver entre elles et d'imaginer des fiches PEDA avec des objectifs posés et pour partager au restant de l'équipe. Puis ça a commencé avec une pro vraiment sensibilisée qui avait envie de transmettre, et là on a embarqué tout le monde jusqu'aux bébés qui sont à l'étage supérieur avec juste une pauvre terrasse où justement elles sont en train d'aménager, mettre de la terre et d'imaginer des choses. Donc 3 ans. Tous les combien? Si c'est la récurrence, vraiment, si c'est tous les mois, toutes les semaines, tous les 3 mois. Ouais, il y a de tout, ça dépend de. Parce que pour moi, le c'est budget l'essentiel, c'est la récurrence justement. C'est les tout petits. Ouais, enfin, moi je dirais en éducation à la nature et environnement, l'essentiel c'est le temps long. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Par exemple, l'école du dehors, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut faire une journée, mais c'est sûr que si on peut en faire 14 dans l'année, bah, c'est pas la même relation à l'enfant, ça c'est clair. Voilà, c'est ce temps long en fait qu'on peut s'offrir, mais là, pareil, ça va dépendre du budget, du projet, de la co-construction aussi, c'est comment on est ouvert. Enfin, si on se dit, si on a l'habitude de faire. Moi, quand je suis arrivée au Moulin, ils faisaient que des demi-journées, des journées, et l'équipe, elle était épuisée. Voilà, on est passé de 80% de journée à demi-journée à l'inverse aujourd'hui. C'est devenu, voilà, c'est vraiment 10 à 15% de nos actions de faire des demi-journées, des journées. On fait que des projets longs. Mais quand je dis long, voilà, ça va de 6 journées à 14 à des territoires où on est 3 fois par semaine depuis 3 ans. Voilà. Donc c'est vraiment très différent. Mais ça demande de co-construire avec les professionnels et de ne pas se positionner en prestataire. Voilà. Et ça, c'est aussi il nous reste moins de manière 10 de travailler. Et il y a 3 questions à minima. Donc, je crois qu'il y avait Mathieu, après il y avait Oriane, et après Sylvie, et après... Voilà. Je passe. Non, je passe, non, je redirai un mot juste à la fin si tu veux. D'accord, ok. Je suis Oriane et je travaille à la groupe de l'enseignement Bouches-du-Rhône, donc 6 crèches à Marseille, au moins 3 très bétonnées aux alentours.
Et je suis alsacienne, donc c'est bien le contexte qui me parle. Moi j'avais une question sur justement l'accompagnement des équipes, comment créer une dynamique en venant de l'extérieur. Donc cette approche-là avec écolo-crèche. Et pour Véronique, est-ce que vous avez déjà pensé à la constitution de votre équipe pour la crèche à venir, enfin, comment ça va se faire pour avoir des personnes, une équipe qui soit sensibilisée à tout ça? Je vais juste répondre. Vas-y. Nous, en fait, le temps que ça se fasse, qu'on bosse avec les archis et tout ça, on en a pour 3 ans. Donc on n'en est pas là, mais voilà. Donc on a 3 ans, mais en effet, l'idée c'est peut-être d'avoir un mix comme on le fait là, EJE, animateur nature. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que des gens de la petite enfance ou du milieu médical, parce qu'il y a des infirmières des fois dans des structures, qui ont envie de sens et d'être au plus proche de la nature, il y en a plein. Enfin, nous, on a plein de gens qui toquent à notre porte et des EJE stagiaires qui veulent bosser chez nous. C'est plutôt... ça le vend en poupe, quoi, plutôt. Ça m'intéresse parce que du coup, ce qui revient souvent, c'est la difficulté à recruter. Enfin, en tout cas dans les crèches de... Alors, oui, parce que c'est un critère ça renforce l'attractivité. Un établissement qui a une démarche environnementale renforce son attractivité pour les professionnels. Donc, nous, on mesure l'impact de la démarche, la fameuse démarche écolo-crèche. Là, il y a une baisse d'absentéisme des professionnels de 34% en moyenne dans les crèches du réseau. Et donc, mieux-être global. Je vous invite, il y a aussi un colloque qu'on co-organise avec la CNAF et le ministère de la Famille, Santé et Solidarité lundi, le 16, au ministère. Et vous pouvez venir à Paris. Et sinon, on pourra le regarder à distance. Pareil, je crois qu'on t'a donné le lien. Cécile peut faire passer. Si vous... Non, mais... On le co-organise avec la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale et le ministère. Sur la qualité de vie au travail et l'impact des démarches qualité, notamment démarches environnement, sur la qualité de vie au travail des professionnels. Donc ça, c'est juste comment on met en place une dynamique de transformation dans une équipe alors qu'on vient de l'extérieur. On forme le directeur de l'établissement. Donc avec une formation qui s'appelle S'engager dans la démarche, qui est une forme au management environnemental en fait. On forme la directrice de l'établissement à ça. Du coup, elle va pouvoir mettre en place une dynamique d'équipe qui, évidemment, la démarche écolo-crèche est une démarche très participative où chaque métier peut être force de proposition, etc. Et d'ailleurs, c'est pour... comment il s'appelle des écologistes de Leuzière. Mathias, pardon. On a aussi des formations éduquées à l'environnement pour la petite enfance. Au cas où, voilà, on a tout un catalogue de formations possibles et qui est ouvert aux éducateurs environnement. Pardon, on était en train de créer un projet grâce à... Voilà. Tant mieux, super. Alors du coup, on va passer vite on va essayer de faire des réponses courtes pour rester en timing. Rapide, dans le film, on voit beaucoup d'enfants qui marchent. Comment ça se passe avec les petits qui ne marchent pas, les 0 à 1 an, quoi. Enfin 0 6 mois, qui se traînent pas. Tu vois le ver de terre, on n'est pas loin. Voilà. Parce que avec les tout petits, donc dès que ça marche, je vois bien. C'est avant, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait On les sort pas. Au placard. Tout le monde, dans ce que je propose, tout le monde est bienvenu. Et ça, c'est quelque chose que les professionnels apprécient beaucoup parce qu'elles peuvent participer à ces temps, elles peuvent voir ce qui est possible et ne sont pas mises à côté à s'occuper des bébés. Par exemple, quand j'interviens dans les crèches, il y a toujours des choses à sentir avec tous les sens. Il ne reste qu'à être dehors. Donc, ça dépend. Ils ne sont pas très sensibilisés chez moi. Ils n'arrivent pas avec l'équipement. Les parents ne veulent pas acheter. Voilà. Il manque une démarche de sensibilisation de la communauté éducative avant, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la structure pour le faire. Si j'étais une grande structure, ça serait plus facile, mais j'essaie à travers donc les professionnels de sensibiliser les parents et des fois la communication ne passe pas. C'est pas grave, moi j'apporte ce qu'il faut pour que le bébé soit bien. Donc quelque chose pour l'isoler du sol, on le met par terre et souvent oui, il y a quelques équipements et ne reste que sentir le vent, regarder les feuilles et puis j'imite les produits, comment dire, les choses jolies quand j'achète dans les catalogues et que tout le monde adore,
portique. Ah oui. Et puis, c'est quelque chose de naturel et je fais pendre. Et selon la saison, je mets ce qui est à la portée. Et c'est des feuilles qui vont dans le vent. C'est des sculptures de glace. Quand il gèle la nuit, je mets des choses intéressantes. Puis, voilà. Il y a plein de choses à offrir. Et pour ceux qui ne sont pas juste couchés, il y a aussi mettre à disposition des choses à toucher. Une éducatrice jeunes enfants, directrice de la petite enfance, elle m'avait dit, mais ce que tu mets à leur disposition, ils n'auront ça jamais à l'intérieur. Donc des choses, bon, pas des choses qui font mal, mais la bardane, par exemple, qui colle et qui pique et avec lesquelles on interagit, ou différentes textures, voilà, c'est une richesse qu'ils n'auront pas. Donc même tout petit, il y a plein de choses. Odorat, voilà, il faut penser au sens. Et après, il y a comment on va l'accompagner, pas seulement poser l'enfant sur le tapis et observer, mais comment on va verbaliser ça, comment on va observer avec, mettre des mots sur tel moment et passer ce temps précieux avec l'enfant à faire, à observer, même derrière la vitre, à observer un oiseau derrière la vitre, à observer un insecte, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi, plutôt que juste... les poser sur des couvertures et attendre que ça se passe un quart d'heure et les rentrer parce qu'ils ont pris du temps dehors. Mais non, vraiment, même les tout petits, on peut faire plein de choses. Vraiment, ils ont plein de capacités, plein de compétences et juste croire que c'est possible.